il y a à l'origine même de ce qui va être la pensée révolutionnaire de 1789, elle est intrinsèquement à l'origine faite de contradictions. J'allais dire, à part le moment du carnaval, qui est aussi un moment en fait politique au sens large. C'est la première fois qu'on voyait autant de noirs dans une manif. L'histoire de France, c'est l'histoire de son hexagone, mais c'est surtout l'histoire aussi de ses territoires colonisés. L'accumulation primitive du capital, elle se fait par là, et c'est ça qui est le moteur de la révolution industrielle. Nous sommes une société qui est le produit d'une histoire de violence, de domination, et voilà, on est là. Je trouve que cette dimension-là de la constituante et de notre projet, il est extrêmement aussi puissant vis-à-vis de l'extrême droite et du récit ethno-racial qui porte de c'est quoi la communauté nationale. Alors bonjour Daniel. Bonjour Pierre-Yves. Ça fait plaisir de t'accueillir pour cet épisode du podcast 6ème République. Alors tu es commissaire aux lois en plus, donc c'est la commission qui s'occupe beaucoup de ces questions quand même institutionnelles et de loi. Et c'est vrai qu'il y a une question parce que ça fait un moment qu'on mène la campagne sur la 6ème République. Là on a lancé cette grande campagne au printemps, mais ça fait un moment de cette idée-là est discutée, qu'on l'abonde toujours avec différents éléments supplémentaires. Et avec toi, j'avais envie d'échanger sur un aspect, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter, donc ça peut être aussi un aspect un peu nouveau de notre rapport à la 6ème République, c'est que finalement, la République française, elle est universaliste, voilà, une et indivisible, etc. Et elle a été aussi critiquée, y compris par l'ignorance quelque part, ou la distance qu'elle mettait avec la question coloniale, son passé colonial. Je trouve qu'on a quelque part dans cette question-là une sorte de forêt de paradoxes. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la Révolution française, les principes posés par la Révolution française sont repris à Saint-Domingue pour réclamer l'indépendance et l'indépendance d'Haïti après. Donc c'est que ces principes se sont diffusés aussi comme principe de subversion, mais que d'un autre côté, la République française, dans cette histoire longue, a eu du mal quand même à gérer cette contradiction, c'est un peu de le dire, avec le colonialisme. Et je voulais un peu partir d'un texte qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est un texte d'Aimé Césaire, quand il quitte le Parti communiste français, parce que c'est précisément sur cette question-là. En disant, mais vous êtes dans une conception, il dit ça au Parti communiste de l'époque, mais vous êtes dans une conception universaliste, de toute façon tout le monde doit être en fait comme le prolétariat européen, c'est un peu ça le fond du sujet, et il dit, vous allez me critiquer par rapport à ce que je dis, comme Martiniquais, vous allez me critiquer parce que vous allez dire, ah oui, mais c'est du provincialisme. Et il dit, mais en fait, on ne peut pas être ni dans un provincialisme étroit, ni dans un universalisme décharné. Et quelque part, est-ce que c'est pas ce chemin-là qu'on doit suivre avec la 6ème République? Enfin voilà, c'est un peu la question, un peu large, j'avoue. Non, c'est une belle entrée en matière de parler de ce texte de Césaire qui s'intitule, je ne sais pas si c'était son titre ou c'est celui qu'il a eu, L'heure de nous-mêmes a sonné. Je trouve que c'est un très beau... Une très belle phrase qu'il a, et c'est vrai que son propos s'adresse en fait à la gauche plus largement que le Parti communiste, même s'il en est membre, et il met en cause l'idée de l'universalisme très eurocentré en vérité, et qui produit et reproduit en fait des formes de domination, de condescendance vis-à-vis des autres peuples, des autres histoires, etc. Et c'est vraiment un très beau texte. Et ça fait écho, je pense, au cheminement et à l'évolution de la pensée, y compris de notre mouvement sur la question de l'universalisme, y compris de la République. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois et même ces dernières années avec l'Institut La Boétie sur les formations qu'on fait autour de la question du racisme, de l'histoire du racisme, de la race, etc. Et c'est vrai que j'en suis arrivée en lisant, en élargissant, y compris les sources que j'avais sur le sujet, sur cette histoire-là. Je suis militante antiraciste depuis très très longtemps. Mais c'est vrai que du coup, là, c'est une analyse qui permet de comprendre aujourd'hui, qui me permet aussi de comprendre comment s'articule cette contradiction dont tu parles. Et c'est notamment l'idée que,
en fait, il y a à l'origine même de ce qui va être la pensée révolutionnaire de 1789, c'est-à-dire à l'origine dans les Lumières, les Lumières, mais ce n'est pas simplement la France, mais c'est la Grande-Bretagne, l'Écosse, etc. Enfin, tous ces penseurs, justement, des droits universels, hein, tous ces penseurs anti-autoritaires, etc., qui vont de la lutte contre l'arbitraire. L'arbitraire, en fait, ce qu'on appelle la modernité européenne. Et en fait, elle est intrinsèquement à l'origine faite de contradictions, parce que c'est une modernité qui va être le ciment idéologique de cette classe nouvelle qui prend le pouvoir et qui établit un certain nombre d'institutions avec des principes, des valeurs à vocation universelle. Mais tout ça est quand même fondé sur, à la base, la construction d'espaces d'exclusion et de domination à partir de ce qui est avant même la colonisation des continents africains, asiatiques et à l'initiale, c'est quand même l'esclavage. C'est quand même ça, c'est un des points de départ de la modernité en termes économiques et du développement du capitalisme et du tournant, en fait, cette traite atlantique. Et donc, dès le départ, il y a cette contradiction-là. C'est-à-dire que l'universel n'est pas pour tout le monde, quoi. Oui, en fait, il y a dès le départ cet angle mort terrible et qui émerge aussi dans les débats, justement, des révolutionnaires à l'époque. C'est lequel qui dit, tu vas me... je m'en rappelle plus là, mais c'est Robespierre, Péris, les colonies. Plutôt que des principes. Ouais. En fait, on voit émerger dans ce débat. Ils ont dû se dire à ce moment-là, oh là, c'est qui celui-là. On voit émerger dans ce débat. Et d'abord parce que les personnes concernées elles-mêmes luttent depuis des années. Et c'est ça aussi qui explique justement toute la législation qui est mise en place, le code noir, etc. Parce qu'il y a ces luttes-là en permanence. Qui font que cet angle mort, enfin c'est pas vraiment un angle mort, mais ce sous-texte justement de tous les grands principes, etc., il est dès l'origine. Et donc c'est dès le départ, c'est cette ligne de crête que, j'allais dire, les révolutionnaires jusqu'au bout, qui justement pointent la contradiction fondamentale de développer ces principes et de s'appuyer sur un système qui est fondamentalement injuste et d'exploitation et d'esclavage, etc. Donc oui, en fait. Et donc depuis, dès l'origine, les idées de l'universalisme qui sont aussi très situées, en fait. Non pas que l'aspiration elle soit uniquement européenne ou parce que justement les peuples et les personnes mises en esclavage se sont rebellés dès l'origine, dès leur capture sur le continent, pendant la traversée, etc. Donc voilà, on a la modernité est faite de ces contradictions-là, la modernité politique, économique, sociale, et donc on est sans cesse autour de cette contradiction. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est précisément Césaire qui en parle aussi beaucoup dans Discours sur le colonialisme, où il revient justement sur les origines de la modernité européenne et de montrer que qu'il y a cette contradiction-là vis-à-vis de la question coloniale liée à la question de l'esclavage, vis-à-vis aussi dans l'Europe, j'allais dire continentale, de l'une des formes que prend le racisme tel qu'il va se construire comme système vis-à-vis des populations juives. Et il y a justement de Césaire à Hannah Arendt qui montre il y a, j'allais dire, vers l'extérieur, entre guillemets, le colonialisme et l'esclavagisme et la construction, en fait, du racisme comme un système. Et sur le continent, c'est l'antisémitisme qui joue un rôle aussi fondamental. Oui, et donc, ça, chez Arendt, c'est central dans l'impérialisme. Et donc, on a justement ce double mouvement et dont les germes sont dès l'origine, justement, des Lumières et de ce processus-là. Mais c'est d'autant plus intéressant, je pense, de remonter aux Lumières que moi, j'avais été fasciné par une thèse qui est sortie assez récemment de David Graeber et David Wengrow. C'était un bouquin qui s'appelait « Au commencement était l'humanité ». Et dedans, il disait, mais en fait, les Lumières européennes, justement... Alors, c'est une thèse un peu provocante, elle a été débattue. Mais ils disent...
elles ont été provoquées par la découverte des communautés amérindiennes du Nord. Et ils prennent l'exemple d'un texte avec un chef indien qui s'appelle Kondiakonk, je crois. Et c'est, en fait, il dit, mais vous avez, s'il a fait un voyage en Europe, et puis il dit, mais là, vous vous prosternez devant un type, etc. C'est quoi votre truc? En gros, vous n'êtes pas des hommes libres. Ouais. Et dans leur thèse, c'est de dire, mais en fait, il y a eu une découverte d'un autre rapport à la liberté, et ça a été retraduit ensuite par des principes, quoi. Et je me disais, c'est intéressant parce que en fait, je pense que l'histoire, elle est toujours dans cette circulation-là, Ben oui. y compris là, notre proposition de constituante. Je veux dire, les plus récentes constituantes, elles ne sont pas sur le continent européen. Oui, Elles sont en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Islande. Donc voilà, c'est ailleurs, quoi. Donc je pense que ça, c'est une dimension importante. Mais là, l'idée, finalement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cette contradiction? Comment aussi on la travaille politiquement pour... Parce qu'on dit beaucoup, là, il y a la France de 1958, c'est pas la même France aujourd'hui. On est dans voilà, une France qui a changé énormément. Donc, donc, il y a la nécessité d'un nouveau contrat politique, mais comment on se débrouille de ces contradictions dans le cadre de ce nouveau contrat politique? Et je pense que ces contradictions, elles sont présentes à la fois dans l'Hexagone, je veux dire, voilà. Et puis aussi, quel est le rapport que notre démocratie entretient et organise avec les territoires ultramarins, qui sont quand même issus de cette histoire-là, forcément. Mais en fait, la France est le produit de cette histoire-là. C'est intéressant parce que la manière dont... Moi, je me rappelle, c'était en 2009, quand il y a eu ce grand mouvement contre la profitation. Oui, oui, oui. Lianage, en plus, lianage contre la profitation, la mobilisation. Et je me C'était en rappelle, Guadeloupe. Hein. Ouais. Je me rappelle comment ça m'avait interpellée parce que c'était une des premières fois où dans le mouvement justement politique, j'étais dans une organisation d'extrême gauche pour le coup. Et bon, on avait Je veux dire, tout tu te ça. droitises avec... Voilà, oui, certains camarades considèrent certainement que Je rigole. Je me suis droitisée. Moi, je pense que les mêmes cohérent. raisons pour lesquelles Ouais, j'étais à l'extrême gauche, c'est-à-dire changer le monde, c'est les mêmes raisons pour lesquelles Ah oui, on est dans là. la France insoumise et que nous sommes un mouvement Tu vois, moi révolutionnaire. j'ai passé 6 mois au PS avant, donc on a fait chacun un pas l'un vers l'autre. Oui, on veut toujours changer le monde et on veut toujours changer les institutions, c'est bien, on garde la boussole. Exactement. Mais oui, je me rappelle de ce moment-là parce que, en fait, je crois que c'est la première fois où il y a eu j'allais dire, à part le moment du carnaval, qui est aussi un moment en fait politique au sens large, parce qu'il y a une signification très forte, très subversive. Bon, l'histoire du carnaval, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, mais c'est la première fois qu'on voyait autant de noirs dans une manif. Et moi, ça m'a... Et en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi dans cette période-là que j'ai commencé aussi à aller chercher, en dehors de la formation classique, justement, gauche radicale, extrême gauche, des références et des points d'appui d'une autre histoire auxquelles j'arrivais plus à m'identifier, donc notamment celle des Caraïbes, celle des Africains américains et de toute cette diaspora-là. Parce que justement, en fait, l'histoire de France, c'est l'histoire de son hexagone, mais c'est surtout l'histoire aussi de ces territoires colonisés, parce que c'est justement si on pense justement la modernité, la construction des États-nations à partir, y compris de cette vision mondiale-là, c'est crucial en fait. C'est l'accumulation primitive du capital, elle se fait par là, et c'est ça qui est le moteur de la révolution industrielle, et c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Donc même dans notre manière de penser ce rapport-là, le fait de faire la dichotomie, en fait, elle s'explique, j'allais dire en termes géographiques, spatial, mais je pense qu'on doit plus l'intégrer en fait comme un élément central. Il y a une chercheuse que j'ai relu récemment, qui s'appelle Sylviane Larcher, qui a écrit un ouvrage ça s'appelle L'autre citoyen.
Et elle étudie comment, sur un siècle, c'est de 1840 à 1946, donc là, un siècle, comment justement les contradictions fondamentales qu'il y a dans le rapport à la citoyenneté et le cas à la République, en s'appuyant sur ce qui s'est passé dans les Outre-mer, où formellement il y a eu une abolition de l'esclavage et la citoyenneté supposée des populations réduites en esclavage, mais dans les faits, de manière économique, mais même politique, en fait, il y a toujours eu des citoyens de seconde zone, etc. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des batailles menées par Césaire et d'autres. Oui, tout à fait, c'est une situation qui... Et donc, en fait, moi, je trouve que pour nous, c'est vraiment une source d'inspiration, et ça doit être... du coup, ça l'a été aussi dans la manière dont on a porté ce débat-là avec ce qu'a commencé à formuler Jean-Luc Mélenchon autour de la créolisation et de comprendre reprendre en fait ce terme et cette je ne sais pas si on peut parler d'une théorie, mais de cette analyse produite par Édouard Glissant. Et en fait, qui a un processus, en fait. Hein, voilà, qui a un processus. Mais ce que je trouve, c'est que, justement, on descend le regard et on se dit, en fait, c'est pas juste des analyses, des théories annexes, etc. En fait, c'est central dans la manière de comprendre quel genre de société on est aujourd'hui. L'exemple de la Caraïbe est un exemple particulier. Et en fait, un exemple type, en fait, un prototype, en fait, dans lequel on peut trouver justement les ressorts pour dépasser la contradiction, et c'est l'idée d'une société créole, la créolité, la créolisation, c'est justement comment des populations sont mises par la force, par la violence. C'est quand même des sociétés caraïbes qui se construisent sur l'éradication des peuples premiers, les Caraïbes eux-mêmes, qui disparaissent avec la colonisation qui arrive, ibérique, etc. Ensuite, d'ailleurs, il y a des personnes qui sont amenés pour exploiter les différents îles. En Jamaïque, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Oui, voilà. Donc il y a là, donc c'est une histoire c'est une histoire de violence, de domination, d'extermination, de processus de ce type-là. Et dans ça, en fait, les gens, les individus, ils produisent quelque chose. Ils produisent des identités de peuples, des identités culturelles. Ils produisent une langue, ils produisent une société, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose là. Où il ne s'agit pas d'effacer en fait l'histoire en se disant bon bah voilà, et du coup on passe parce qu'en fait cette société elle est toujours travaillée par cette histoire de domination et en même temps c'est en fait c'est une société en tant que telle, et donc j'ai trouvé c'est la France telle qu'elle est, quoi, c'est ça. Voilà, et c'est en fait partout et pas simplement Caraïbes, avec les spécificités de cette histoire Caraïbe très 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 marquée, et la société antillaise notamment, elle est encore structurée de cette manière. Et d'ailleurs c'est ce que portaient les mouvements de Lionnage contre la précipitation qui dit ça, et on retrouve aujourd'hui dans la lutte pour la réparation des préjudices subis par les populations soumises au chlordécone, etc. Enfin, toute la société antillaise est toujours matrixée en fait par ça. Et parce que politiquement, justement, la République n'a pas fait ce travail-là et continue à produire et reproduire ces discriminations. Par contre, ce qui inspire ce qui est intéressant dans l'inspiration que la pensée de la créolisation apporte, c'est justement de faire le constat. C'est pas un projet, c'est un constat de la société que nous sommes. Ça, je pense, Hexagone comme Outre-mer. Nous sommes une société qui est le produit d'une histoire de violence, de domination. Et voilà, on est là. Ceux qui ont été arrachés, ceux qui ont été amenés, ceux qui ont été, etc., sont là. Et cette société, elle est celle à la fois de ceux qui sont dominés et ceux qui sont aussi la population majoritaire. C'est ce que j'aime bien aussi dans cette... c'est une forme
de constat, c'est dire en fait quand on parle de la société créole, quand on parle de la Nouvelle-France, en fait c'est tout le monde. Il s'agit de tout le monde en fait. Il s'agit pas juste des Noirs et des Arabes, des opprimés. Il s'agit de tout ce peuple en fait. Oui, c'est ça, ce peuple qui est traversé par cette histoire-là finalement. Et je trouve que du coup c'est un autre récit. Donc là je parle en termes de récit politique que nous portons et je crois que c'est toujours important que notre vision, notre programme, il se base aussi sur comment on explique et qu'on raconte et comment on rassemble aussi. Le récit il rassemble et il fait communauté nationale. Donc ce récit, il est extrêmement important et il est d'autant plus fort qu'il s'appuie aussi sur une proposition politique, celle de la Constituante, précisément en fait. Et c'est vrai, du coup, l'interrogation que j'ai, c'est comment toi tu vois la participation et y compris la redéfinition du rapport entre la République et les territoires ultramarins via la Constituante, parce que, et en fait, et à la France vis-à-vis d'elle-même, parce que quand je t'ai tout parlé, je me dis... Et y compris, je me faisais un peu l'autocritique de ce que je disais, parce qu'en disant, c'est-à-dire l'Hexagone, puis les territoires ultramarins. Et d'ailleurs, les députés ultramarins, ils disent beaucoup pour les îles, les pays des océans. Là, j'ai entendu pas mal ça. Océanique, etc. Ouais. Parce que c'est situé, quoi. Oui. Toujours, on est la périphérie d'un centre. Exactement. Et du coup, apprendre à se décentrer et de penser... c'est pour ça que je trouve intéressant de penser cette pensée-là. C'est justement... voir la France et notre histoire à partir de cet espace géo-historique où notre modernité s'est forgée. Notre modernité, et du coup, ça fait aussi le lien, il y a un lien diasporique là-dedans, parce que tu disais la place des ultramarins, mais en fait, là aussi, c'est ces populations-là qui sont le produit et héritière d'une histoire, mais en fait... Parce que c'est une histoire, parce que c'est l'histoire de la modernité, c'est la même. En fait, c'est la continuité. La continuité de la colonisation des Amériques et de la traite esclavagiste, c'est la colonisation de l'Afrique, de l'Asie, etc. Et donc, et c'est là où les diasporas se retrouvent, tout à fait. parce que il y a une spécificité donc de cette histoire des Caraïbes, du rapport des populations. De ces territoires transocéaniques dans ces territoires-là et en hexagone. L'Archer revient aussi là-dessus, sur toute l'histoire de la départementalisation, le Bumindum, toutes ces structures étatiques-là qui ont organisé justement les déplacemements de population. C'est terrible, ça. Et en même temps, c'est ça, le Bumindum, le bureau... Ouais, on m'en avait parlé. Qui a recruté, etc. Recruté pour l'administration, la fonction publique notamment. Et en même temps, c'est cette même histoire qui explique la place d'une partie des populations afrodescendantes issues, comme on dit, de l'immigration postcoloniale. Et donc, il y a... Et en fait, du coup, penser la constituante à partir du cadre de cette société créolisée, en fait, et de cette nouvelle France, c'est de voir justement tous les fils en fait qui tissent ce nouveau contrat politique. Qui viennent, en fait, il y a ce rôle que moi je pense assez central de l'histoire caraïbe, et parce que c'est le fondement encore une fois de la modernité dite européenne, et en même temps tous ces fils qui relient avec les autres populations opprimées, colonisées, et donc assumer en fait cette histoire-là, assumer l'entièreté de cette histoire-là, et j'allais dire la dépasser, pas simplement théoriquement en disant maintenant tout est c'est bon, on passe à autre chose. Non, en fait, ça exige. C'était un peu la perspective Macron, c'est maintenant on regarde vers l'avenir. Il disait ça sur l'Algérie dans son premier mandat, et puis maintenant on voit la situation de nos rapports. Exactement, mais parce qu'en fait, ça exige aussi de s'attaquer à ce qui est structurel et systémique, et qui est cet héritage-là dans le fonctionnement actuel, dont le racisme et les discriminations structurelles et systémiques, qui visent, quand on regarde les populations des territoires transocéaniques comme les populations afrodescendantes qui, pour partie, sont sur le territoire français depuis très longtemps, et celles qui viennent d'arriver. Donc le dépassement, et c'est là où ça se traduit politiquement, d'où nous, dans notre projet, quand on dit qu'il faut
que les institutions, le projet de 6e République, c'est bien ça, c'est dire que notre société, les institutions doivent prendre acte et traduire la réalité de ce qu'est notre société aujourd'hui. Alors que là, la contradiction est presque insoutenable en ce moment. Et que cette 5e République, c'est le produit justement d'une société où d'une société coloniale qui assume sa dimension coloniale et qui n'a absolument pas fait ce travail de reconnaissance, réparation, mémoire, etc. Et donc le projet que nous on porte en tout cas l'aspiration et ce à quoi on aspire dans le projet de la 6e République et la Constituante, c'est que justement on fasse ce travail-là et qu'il se traduise en termes concrets. Voilà, comment on éradique justement les formes que continue à prendre cette domination et cette histoire-là. Donc c'est pas juste assumer de dire bon, il y a du bon et du mauvais et puis maintenant non, en fait c'est l'exigence quand on reconnaît cette contradiction-là. Pour la dépasser, en fait il faut éradiquer structurellement, systémiquement et donc ça poser des actes aussi. Voilà, poser des actes et que dans la loi fondamentale qui nous rassemble tous, dans le nouveau contrat politique et social que l'on forge entre nous, cette dimension-là, elle ne soit plus occultée ou niée, etc., etc. Et où on assume, et c'est là aussi où ça a une dimension très forte, justement vis-à-vis du récit que porte l'extrême droite, parce que il faut assumer d'un récit contre récit. Là, moi, je trouve que cette dimension-là de la constituante et de notre projet, il est extrêmement aussi puissant vis-à-vis de l'extrême droite et du récit ethno-racial qui porte de c'est quoi la communauté nationale et du déni assumé de justement le fait qu'il y a ces contradictions-là, qu'elles continuent à travailler, et etc., etc. En plus, c'est un récit le récit de l'extrême droite, pour moi, c'est un récit qui entretient, nourrit le racisme, nourrit l'antisémitisme, nourrit ces logiques de séparation un peu générale. Mais en plus, dans sa dimension où il nie la réalité, en fait, c'est plombant. En fait, je pense que c'est extrêmement puissant ce que nous, on porte comme récit de la société créolisée et de cette nouvelle France, et qui se traduit aussi par la nécessité de cette nouvelle constituante, de cette nouvelle 6e République, opposée au récit de l'extrême droite, parce que c'est aussi ça qui fait leur force aujourd'hui, avec toutes leurs obsessions de pureté ethno-raciale, de l'idée que la France, ce serait la France blanche, catholique, chrétienne, etc., etc. Donc qui est toujours une construction une sorte sociale de fantasme, et alimentée de leur vision qui est fondamentalement raciste, donc, et qui est justement à l'opposé de ce que nous on porte. Et donc le fait d'assumer cet état de notre pays, de ce que nous sommes, je trouve que c'est extrêmement fort de le porter aujourd'hui, ici et maintenant, vis-à-vis justement de cette extrême droite et de leur vision extrêmement étroite de notre pays et de notre peuple, en fait. Et d'opposer à ça, la richesse, la force, la vitalité, malgré les contradictions et avec ces contradictions-là, que nous proposons de dépasser avec des mesures claires, de déconstruction, d'éradication de tous les processus d'oppression, de domination issus de cette histoire-là, et que eux, en fait, proposent d'accentuer et vers la violence, finalement. Voilà, les processus racistes et de cette guerre de tous contre tous. Donc, c'est là où je crois qu'il y a une force dans ce que nous on dit et ce que nous on raconte, et de s'appuyer justement sur cette histoire-là, notre histoire, l'histoire des Caraïbes, c'est l'histoire française, et c'est une force. Enfin, il y a aussi tous les écrits de justement Glissant qui parlent, et d'autres auteurs en fait qui parlent justement de la thématique du volcan, enfin justement de l'éruption. Il y a une puissance aussi très forte et très poétique dans les écrits de tous ces auteurs.
Oui, voilà, ça, il y a pour une moi, puissance c'est quelque créatrice chose. aussi. Voilà, il y a Ça, c'est réjouissant. et Par rapport quand au je côté parle. plombant dont je parlais tout à l'heure de l'extrême droite, bah voilà. Il y a un côté à regarder l'avenir aussi sans en être et puis, terrorisé. ça me fait penser à ça me fait penser à cette chanson de Kazé qui parle de, je crois que c'est Chez moi. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Et en fait, justement, elle raconte cette histoire-là. Elle raconte pourquoi Kazé, son nom et son prénom. Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton. Et en fait, c'est beau, quoi, en fait. C'est beau et je trouve ça très, très puissant. Ah bah comme appropriation, justement, de cette histoire de contradiction. Et je pense que c'est une ode qui parle au-delà, en fait. Ouais. Mais oui, parle au-delà de ce que nous sommes, la France, ce que nous sommes comme peuple, et ce qu'on peut être, en fait. Justement, oui, et comment on peut se projeter voilà. collectivement dans l'avenir, ça c'est clair. Tu vois, ça me fait penser, parce que moi je suis député de Brest, et forcément que tu as toute une histoire aussi, même si c'est pas la même histoire, tu vois, des villes comme Bordeaux, Nantes, ont une histoire très liée aussi au commerce triangulaire et tout. Brest, c'est plutôt une ville militaire, etc. Mais ceci, il y avait des marins qui bougeaient pas mal. Et le jour, aux derniers amphis de la France Insoumise, on avait beaucoup parlé avec Thémataï Le Gaïc, qui est ancien député polynésien, j'espère qu'il va le redevenir. Mais... Ouais. Et en fait, Thémataï, il me dit, je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, il est enterré dans les Côtes d'Armor. Mais je me suis dit, Le Gaïc, tu vois, c'est un nom. Et tu vois, tu as toute cette histoire finalement qui est intriquée. Ouais. Et y compris la reconnaissance de cette intrication-là. C'est-à-dire les gens aussi circulent en permanence. Tu vois, et c'est aussi tirer les conclusions concrètes de. Si on dit de la République est une, elle est une. Mais dans ce cas-là, elle est pas limitée à l'Hexagone. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et tu vois, quand je t'ai écouté, je me disais, mais il y a aussi un autre enjeu auquel, à vrai dire, je n'avais jamais pensé. Mais quand on parle du récit qu'on installe, il y a tout un enjeu, à mon avis, dans le préambule de la Constitution. Le préambule, il sert aussi un peu à ça, tu vois, en disant où on en est, quoi, où on en est là. Et franchement, je pense que tu vois, ce que tu as indiqué aujourd'hui, ça indique aussi des éléments qu'on pourrait y mettre dedans, quoi. Ah, c'est très certainement, oui. Oui, et puis c'est à ça que ça sert, en fait. Mais c'est ça que je trouve très enthousiasmant, en fait, dans la Constituante et la 6e République, et qui est quelque chose qui... En fait, de tellement rassembleur et de tellement fédérateur, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout, au contraire, je pense que ça va créer plein de débats sur les droits, mais en fait, c'est un moment où, du coup, il y a un côté, une aspiration collective. Qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on porte ensemble, et comment en fait on écrit quelque chose en fait où j'allais dire tous les fils de notre histoire en fait se retrouvent liés et s'expriment là-dedans, et donc je trouve que c'est un projet et c'est une perspective tellement excitante en fait, tellement c'est réjouissant, revigorante, et je pense que c'est et y compris je voulais aussi parler de ça parce que il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui a écrit sur l'écologie décoloniale, et il part aussi en fait de l'histoire des Caraïbes et du navire plantation, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Par rapport, et je parle de ça parce que ça fait aussi le lien avec la question de l'urgence écologique et du rapport à la Terre, aux êtres humains, aux êtres vivants, etc. Et du coup, c'est précisément aujourd'hui cette nouvelle constitution, cette nouvelle république, elle a comme enjeu justement de faire face à ce qui est un des défis fondamentaux, le défi existentiel de l'humanité tout entière. Et là aussi, en fait, on a tellement j'allais dire de sources, de références à partir de cette histoire-là, histoire-là de la contradiction, puisqu'on parlait de... Tu partais justement des références des territoires transocéaniques, etc. Mais là aussi, il y a une puissance
d'inspiration très forte complètement. dans le et donc, rapport à tenir avec pour légitime, voilà. Et donc voilà, là tout aussi c'est un fil qu'on peut tirer et faire émerger et de lier la question justement de notre histoire d'oppression des êtres humains entre eux et vis-à-vis de la nature. Et je trouve que c'est tellement nous ce qu'on porte, la France insoumise, le fil de cette harmonie entre les êtres humains et vis-à-vis de la nature. Et en fait là aussi, en fait, il y a lisez Malcolm Ferdinand, c'est très beau. Oui, aussi tout à fait, c'est très intéressant. Et donc ce rapport-là de la domination des hommes entre eux sur les uns et les autres, des humains, et la domination de la nature, et comment ça a aussi forgé notre compréhension, et comment du coup on est dans un moment où on doit dépasser ça pour survivre en fait. C'est la survie de l'humanité. Exactement. Et donc, tu parlais de ces contradictions à dépasser. Donc là, il y a des éléments pour justement délier un peu cette contradiction. Oui, en tirant le fil de l'égalité, voilà, en disant finalement, les connaissances élaborées ici ou là valent aussi pleinement, quoi. Il n'y a pas de connaissances supérieures. Mais d'ailleurs, on est en train de redécouvrir la poudre avec, tu vois, on refait des feux préventifs comme faisaient tout un certain nombre de communautés auparavant pour que les feux soient moins dangereux. Toutes les questions d'agroécologie ou d'agroforesterie. Mais en fait, c'est des choses qui ont été presque effacées à un moment donné dans le processus d'extension du capitalisme. Et là, on se dit, tiens, finalement, c'est pas si intéressant. Donc, bon, voilà, voilà, on a tellement de matière historique, humaine, intellectuelle, à partir de cette, de cette contradiction-là, de ce moment de l'histoire et de cet espace, j'allais dire, historico-géographique que sont les territoires transoceaniques, les Caraïbes et au-delà. Voilà, c'est extrêmement enthousiasmant, je trouve, ouais. Et de mêler ces voix et d'avoir cette histoire et cette perspective politique dite et racontée avec toutes ces voix. Politique et polyphonique. Voilà. Excellent, merci beaucoup Danielle. Vivement la constituante. Exactement, on y travaille tous ensemble et tout ensemble. Merci. Merci à toi.